Mais bonjour à tous. Merci de vous connecter sur le webinaire du Conseil canadien sur la commandite. Mon nom est Éric de Pocomandi. Je suis consultant en commandite pour Race Management. Et oui, mon background n'est pas virtuel, c'est live, en direct de Sept-Îles sur la Côte-Nord. Donc, ça me fait plaisir d'animer aujourd'hui notre webinaire. Aujourd'hui, le sujet, c'est les nouveaux modèles en commandite, donc de l'événement virtuel au Cinéparc. Donc, on a plusieurs invités aujourd'hui qui ont venu nous parler de leur expérience, comment ils se sont réinventés en temps de COVID pour créer d'événementiel qui n'est pas évident en ce moment. Donc, avant de débuter, de présenter nos invités, petites informations. Sur le Conseil canadien de la commandite. Donc, nos prochains, on a plusieurs événements à venir. Donc, on a des webinaires comme ça à peu près à tous les deuxièmes jeudis du mois. Donc, notre prochain est le 10 septembre de 10h à 11h. Vous pouvez aussi vous connecter à travers notre page LinkedIn du Conseil canadien de la commandite, le chapitre du Québec. Ici, vous avez des questions pendant le webinaire. Simplement, utiliser la fonction Q&A de questions-réponses de Zoom. Ça nous fait plaisir d'y répondre. On va essayer d'avoir un maximum de réponses dans le temps qui nous est alloué, parce qu'on essaie de respecter le temps de tout le monde. Donc, à 11h pile, on va être obligé de mettre fin à notre webinaire. Aussi, j'aimerais remercier, on prend le temps de remercier nos partenaires fondateurs du Conseil canadien sur la commandite ou le Sponsorship Marketing Forum. Comme vous voyez, on a plusieurs partenaires, donc Canadian Tire, CIBC, MLSE, Rogers, Scotiabank, TTJ, Torque, Weatherman, puis Sponsorship XM. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les prochains événements. Excusez-moi, c'est le 10 septembre. Il y en a le 8 octobre, 12 novembre. Et aussi, petite mention sur les prix canadiens de la commandite, les SMAs. Donc, vous pouvez sauver votre date. Ça va être un événement virtuel le 24 septembre entre 16h et 17h30. Donc, à suivre, surveillez ça sur notre page LinkedIn du Conseil canadien de la commandite. Donc, maintenant qu'on a passé nos petites informations, sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités que je suis très heureux d'accueillir. Donc, nous avons Anne Béliveau, qui est chef de la direction du marketing groupe Juste pour rire, qui va venir nous parler de leur festival AAA ou AAA FSTVL. Nous avons aussi Daniel Jean, qui est producteur chez Moment Factory, qui va venir nous parler de leur événement Vroom qu'ils ont créé à Harford. Nous avons aussi Elissa Baudouin-Lalande, directrice adjointe chez Art Era, qui va nous parler de leur événement Fauve. Elle est en compagnie de Jean-Sébastien Boudreau, président de Art Era, également pour l'événement Fauve. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Anne, qui va nous expliquer un peu Anne, qui a été dans les premiers événements, si on veut, à se retourner de bord, comme on dit, et de programmer un festival virtuel. Donc, Anne, si tu pourrais nous expliquer un peu comment vous avez procédé et quel a été le processus, là, si on veut. Je pense que ça a été aussi tout un défi. Oui, c'était un processus hors de l'ordinaire. D'abord, comme vous tous, là, le 12 mars, on s'est retrouvés presque du jour au lendemain avec 60% de notre business annulé, reporté. Tous nos shows, nos tournées franco-anglo à travers le Canada, nos productions télé, nos tournages, la préparation des spectacles de l'été, du festival de l'été, tout ça s'est retrouvé arrêté. On n'avait aucune idée combien de temps ça allait durer. Donc, en pleine pandémie comme ça, c'est devenu assez urgent
j'utiliserai pas le mot se réinventer, mais trouver une autre façon de rester présent, de soutenir notre industrie aussi. On s'est vite rendu compte que le contenu humoristique était très recherché en ligne pendant le confinement. La majorité de nos humoristes étaient sur les réseaux sociaux, mettaient leur contenu de façon un peu non structurée, là, disponible pour tous. Il n'y avait aucune structure de réglementation de la propriété intellectuelle. Donc, on trouvait que finalement, là, le marché, un, avait besoin de rire. Deux, on se devait de doter notre industrie, nos artistes d'une structure pour offrir ce contenu-là aux gens qui en avaient grandement besoin. Donc, est venue l'idée du grand rassemblement web, là, qui est devenu le festival AHA. On ne voulait pas l'appeler le festival juste pour rire parce que c'est pas ce que c'était. C'était vraiment une nouvelle mouture. C'était la première fois qu'on faisait quelque chose comme ça. On a voulu le faire assez rapidement aussi parce qu'on se disait, bon, ben, combien de temps va durer la pandémie? De un, si on met ça trop loin, dans 3-4 mois, peut-être que ça va être terminé tout ça puis qu'il n'y a plus personne qui va vouloir être devant son écran. Donc, on s'est donné un défi vraiment de taille de le faire 5 semaines plus tard, donc vers oui, c'était ça, mi-mai à peu près. Donc, ça s'est développé en 5 semaines. On a approché les artistes. Ça leur a donné vraiment je dirais pas une carte blanche, mais une beaucoup plus grande flexibilité créative. Personne voulait ou pouvait faire du stand-up parce que c'est extrêmement difficile de le faire dans sa chambre, dans son salon. Il y a Nive qui en a fait un mini bout de la chambre de son bébé et il a haï ça. Donc, on leur a demandé de créer des concepts uniques, un contenu qui ne serait pas disponible nulle part ailleurs. On a donc développé 18 heures de show, de contenu exclusif pour le web. On s'est dit aussi que comme on voulait payer nos artistes, ça allait tellement pas bien financièrement pour tout le monde qu'on voulait justement pas faire ça gratuitement. Donc, on a développé des passes quotidiennes à 12 4 jours à 40 le festival durait 4 jours, du jeudi au dimanche, dans une case horaire de 5 heures à 9-10 heures dans la soirée. Il y a eu beaucoup de monde au rendez-vous. On a vendu 5000 passes. On s'attendait peut-être à un peu plus, mais là où on a été surpris, c'est que, donc, vendu 5000 passes, on a envoyé 12 000 liens de visionnement parce qu'il y avait plusieurs façons et plusieurs journées différentes. Et aussi, après, en sondage post-test, on a découvert que c'est 2,5 personnes par lien de visionnement. Donc, on est arrivé à l'équation qu'on avait à peu près 24 000 festivaliers, là, bon an, mal an, pendant 4 jours, qui se sont pointés à notre événement. Donc, c'est quand même, il y a vraiment un public pour ça. Les tarifs aussi, à 80 les gens ont trouvé que c'était vraiment raisonnable. Donc, je pense qu'on avait une bonne formule. Maintenant, on en parlera plus tard là, des apprentissages, mais un des grands apprentissages pour nous, c'est la qualité du contenu qu'il faut qu'il soit vraiment là. Donc, j'en donnerai un peu plus de détails plus tard. Et effectivement, on a approché des commanditaires, mais on avait le temps qui jouait contre nous. Fait que ça aussi, j'en parlerai tantôt. Mais bref, ce fut, oui, un des premiers événements web rassembleurs en termes de comédie pendant le début de la pandémie. C'était un excellent test pour nous. Puis, je vais terminer en disant qu'on était prêts aussi à le faire parce qu'à l'automne 2019, on avait commencé déjà toute notre transformation numérique. On avait créé un département numérique qu'on n'avait pas. On avait rapatrié le contrôle sur nos 15 chaînes de réseaux sociaux qui étaient en épartition depuis des années. Donc, on avait déjà au sein de l'entreprise l'expertise, la technologie pour créer, streamer du contenu. Donc, si on n'avait pas eu ça, ça aurait été impossible de faire le festival AHA aussi rapidement. Donc, c'est important d'avoir cette capacité-là à l'interne, à tout le moins, là, pour faire ça. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Bon, ben, merci Anne, merci. Bien hâte de pouvoir échanger un peu plus tard avec toi sur les succès, qui a quand même été un beau succès. Là, vous avez eu au-dessus de 20 000 personnes qui ont participé à votre festival. Donc, on peut estimer que c'est un franc succès. J'ai passé maintenant la parole à Daniel Jean, qui est producteur chez Moment Factory. Et il va nous parler de leur événement Vroom, qui ont été eux aussi dans les premiers, si on veut, à se lancer dans le renouveau événementiel au Cinéparc Harford. Donc, Daniel, je te laisse nous expliquer un peu votre événement et les raisons qui vous ont poussé, les objectifs qui vous ont poussé à créer cet événement-là. Oui, ben, comme l'expliquait
On s'est retrouvé un peu le bec à l'eau, mais en fait, moi, ma passion chez Moment Factory, c'est les événements et les concerts. Donc, on est chanceux aussi de diversifier notre offre puis d'avoir plein d'installations permanentes à travers le monde. Donc, c'est vraiment mon secteur à moi qui est tombé à l'eau. Donc, on s'est dit comment on peut lancer des initiatives. Donc, il y a eu plusieurs aussi têtes créatives qui avaient un peu plus de temps. Donc, on a lancé plusieurs initiatives internes. Vroom étant la première vraiment qu'on a livrée, en fait. Ça s'est passé en 8 semaines, là, comme on disait dans les dates du mi-mars. On a commencé à y réfléchir. Et puis, l'idée du cinéparc est arrivée très rapidement comme étant un lieu qui pourrait être COVID-friendly avec les réglementations qu'on connaît. Et puis, de fil en aiguille, c'est drôle parce qu'on entendait parler à chaque jour qu'il y avait un cinéparc qui ouvrait avec un spectacle, avec de l'humour, avec des chorales gospel. Et puis aux États-Unis, ils ont toutes sortes de trucs. Mais c'est comme ça qu'est né Vroom vraiment. C'est-à-dire, dans quel lieu on peut créer un événement rassembleur euh, à l'intérieur de la réglementation. Et puis, on s'est penché rapidement sur l'idée de l'IP parce que pour nous, ça allait être quoi ce contenu-là? Et puis, tout de suite, on est rentré en communication avec l'ONF pour voir s'il n'y a pas du contenu qu'on peut utiliser. On a eu accès à tout leur contenu, ce qui a été des heures et des heures et des heures de visionnement pour enfin trouver une sélection qui, pour nous, allait plaire à tous. Encore une fois, on était dans des délais très serrés. Là. Je pense qu'on a produit ça en dedans de 8 semaines. 10 jours, 10 jours d'intégration en pleine canicule. Créer une histoire, créer un nouveau format, c'est pas évident. Comment les gens vont réagir? On a aussi, on a eu aussi nos petites difficultés en marketing à gérer les attentes des gens. Mais puis aussi à travers ça, il y avait toute la recherche du cinéparc, lequel on a fait une recherche nord-américaine pour voir aussi, parce que le but de Vroom, c'est de l'exporter. Donc, quand je vous parlais de Choral Gospel, c'est qu'à force de parler avec des cinéparcs à travers l'Amérique, on se rendait compte que tout le monde était à la recherche d'une programmation. Il n'y a pas non plus de blockbusters cet été. Beaucoup ont été annulés, beaucoup ont été reportés. Donc, encore une fois, c'est ça, il y avait un engouement à ce niveau-là là, pour offrir un nouveau format. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire? On a eu nos up and down, on a eu des pics, on a eu des week-ends sold out, mais les difficultés aussi, on en reparlera tantôt, là, mais c'est la pluie. Donc, aussi la clientèle Cinéparc, c'est une clientèle qui va décider le jour même si elle va aller au Cinéparc. Donc, s'il annonce la pluie ou quoi que ce soit, il n'y a pas beaucoup de ventes. Donc, ça a été dans les challenges. Je ne sais pas quoi rajouter, là. J'ai envie de parler beaucoup de challenges qu'on a eu. Oui, ben, on pourra parler des challenges tout à l'heure. Tu peux peut-être nous expliquer un peu le concept un peu de Vroom, ou ce que c'était Oui, un événement dans un film, dans un cinéparc, mais de façon, on peut dire, rehaussée, là, avec des lumières. Vraiment, il y avait une expérience autre, là. ouais. Donc, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé vraiment. On est allé avec un thème. Le thème, c'était les fables. Et puis, à l'intérieur des fables, on a créé une histoire. C'est un petit garçon qui découvre les fables. Les fables étant euh, les courts-métrages de l'ONF. Donc, ce qui était intéressant aussi à travers ça, c'est que en parlant avec Harford, qui étaient des nouveaux propriétaires, eh bien, ils étaient aussi très ouverts à explorer avec nous. Donc, on a créé une entrée spécifique pour l'expérience Vroom, mais une sortie aussi. Donc, on est allé dans les bois, on a créé un chemin et, pour entrer et un chemin pour sortir. Donc, l'idée, c'est les fables, l'idée, c'est de se replonger dans la jeunesse. On a invité les gens à se costumer, on a invité les gens à on avait un photo booth, mais en voiture. Donc, les gens passaient en voiture. On captait une photo et ça se retrouvait dans un petit GIF animé à la saveur de Vroom, là. Fantastique. Donc, les gens rentrent, prennent le chemin Vroom exclusif. Et là, il y a une arche, il y a des personnages. On avait aussi des personnages qui étaient sur les lieux, des personnages de fable qui
qui étaient là pour interagir avec les gens. Donc, c'était quand même merveilleux. Ça aidait les gens à connecter entre eux. Et puis, bon, à travers le chemin, il y avait toutes sortes d'effets multimédia. On pouvait déjà syntoniser le channel FM, anglais ou français. Donc, on a déjà la musique, on a les personnages, on a les effets multimédia, on arrive au photomaton. Ensuite, les gens vont se stationner. Et puis là, il y a la diffusion principale qui commence. Et puis tout ça est rehaussé d'effets multimédia. Donc, ce qu'on avait aussi des projecteurs, bien, ce qu'on a, ça roule encore. On a des projecteurs dans la forêt, on a des lasers, on a de la fumée. Et puis, on a aussi des tubes lumineux parmi les voitures, là, donc une centaine de tubes autour des voitures. Donc, l'idée vraiment, c'est de prendre les films et de les rehausser. Donc, à chaque fois qu'il y a un effet, il y a quelque chose qui se passe dans le film, donc tout ça, l'idée, c'est de rendre ça vraiment immersif à travers les voitures. Donc, les films se passent et par la suite, par la sortie aussi, il y a une sortie. On retrouve les personnages encore une fois. Puis il y a aussi toutes sortes d'effets lumineux et sonores à la sortie. Et ce qu'on a fait aussi, ce qu'on a lancé, là je suis en vacances, j'oublie les dates, là, mais on a lancé il y a une dizaine de jours, on a lancé la programmation de Ghostbusters. Donc on voulait tester aussi qu'est-ce que ça fait aussi d'augmenter un film, un blockbuster à la Ghostbusters. Et puis, on a énormément de belles surprises. On est passé de beaucoup de films d'animation à un film réaliste, donc avec des humains. Donc, pour nous, c'était en imaginaire, il y a beaucoup plus de couleurs, il y a beaucoup plus de moments de noirceur. Donc, d'augmenter le film, c'était quand même très amusant, mais on a remarqué aussi avec Ghostbusters, peut-être que ça s'apprête bien à cause des effets spéciaux qu'il y a dans le film, mais il y a aussi, on a eu beaucoup de plaisir, puis on pense que vraiment ça a donné quelque chose de vraiment dynamique, puis les commentaires sont très positifs là, à cet effet-là. Good. Merci, Daniel. Ça donne le goût d'aller le voir. Maintenant, je vais passer la parole à nos amis de Fauve, qui eux aussi ont créé un concept original en cinéparc, mais c'était dans un autre domaine que celui du cinéma. Donc, je laisse la parole à Elisa et Jean-Sébastien qui nous expliquaient un peu ça a été quoi l'objectif, les raisons qui ont poussé à créer ça et puis nous parler un peu de votre événement. Oui, bonjour. Donc, nous, à la base, on fait partie de Sporterra, puis on a créé une branche qui s'appelle Artera là, pour lancer Fauve. Donc, nous, c'est ça, à la base, c'était des événements sportifs qu'on organisait. Donc, c'était des courses à obstacles dans des contextes un peu inusités. On avait une course dans la mousse, une course dans la neige, puis notre plus gros événement, c'était vraiment la course mode girl. Donc, c'était des courses à obstacles dans la boue. Dédié pour les femmes. C'était notre 4e édition, dans le fond, qu'on allait lancer là, en 2020. Puis on s'est retrouvés un peu là, comme nos collègues ont dit plutôt là, un peu le bec à l'eau justement à plus trop pouvoir faire les événements. Puis encore là, nous aussi, on ne savait pas trop combien de temps ça allait durer cette pandémie-là. Le fait de ne pas pouvoir avoir des rassemblements, de ne pas pouvoir avoir des événements. Donc, au départ, on était plutôt dans un mode, bon, on veut continuer à donner du contenu aux gens, les encourager dans leurs saines habitudes de vie et tout et tout. Puis finalement, quand on a vu que sûrement que ça allait prendre 2 ans comme vous peut-être à pouvoir reprendre les événements, on a décidé de se retourner vraiment sur une scène puis de lancer un festival d'humour au volant. Nous, notre force, c'est vraiment l'organisation d'événements. Donc, c'est vraiment le physique. Donc, on est habitué d'organiser des courses à obstacles avec des gros obstacles. On a 17 à 25 obstacles sur nos courses, de créer des trous de boue, d'accueillir 6000 personnes sur ces événements-là, toujours en continu aussi. Donc, il faut comprendre que le parking aussi est toujours en continu. Donc, ça, c'était quand même quelque chose qu'on se disait qui pouvait jouer en notre faveur en organisant un festival au volant. Dans le sens que nous, avoir 6000 personnes qui rentrent, qui sortent sur un parking en continu, ben, c'est quelque chose qu'on est habitué de faire dans notre day-to-day. Donc, on s'est dit que c'était quelque chose qu'on serait capable de bien manier aussi là, dans un nouveau genre de festival. Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, mi-mars, pardon. Non, mi-mai, pardon. On est arrivé avec le concept.
Donc, c'est à peu près le 15 mai. Le 16 mai, toute l'équipe réembarquait. On a pu réengager là, nos dizaines d'employés. 21 mai, on avait un site web. 1er juin, une programmation. 9 juin, on lançait la billetterie. 15 juin, on avait un lieu. Puis 3 juillet, on avait un événement. Donc, ça a vraiment été super rapide. On a vraiment, je pense que ça a été aussi beaucoup la capacité d'adaptation. Le fait qu'on soit une petite équipe a rendu cette adaptation-là plus facile. Puis je pense que tout le monde avait hâte aussi de rebouger. On est une gang d'hyperactifs, donc c'était vraiment juste, on avait hâte de pouvoir relancer des événements et tout. Mais c'est sûr que là, il y avait un aspect qui était peut-être un peu auquel on était un peu moins familier, soit tout ce qui était plus culturel. Donc ça, on en parlera plus tard, mais ça a été un apprentissage aussi là, par rapport à non seulement le marketing de cette façon-là, mais aussi l'approche des artistes et tout. Donc voilà, on a lancé Fauve. Fauve, c'est pour Festival au volant. Finalement, on a eu beaucoup de demandes. Ensuite, Jean-Sébastien vous en parlera, mais on a eu beaucoup de demandes suite à ça là, de villes qui voulaient qu'on aille faire les festivals chez eux et tout. Donc, nous, notre but, c'était vraiment de faire un festival humain aussi, de faire quelque chose qui était qui permettait aux artistes de reconnecter humainement avec leur public, là, tout en respectant les nouvelles règles sanitaires et tout. Mais donc voilà, donc Jean-Sébastien aussi s'est joint à nous un peu plus davantage dans l'aventure parce que lui, en fait, il a été vice-président pour Fierté pendant une quinzaine d'années. Donc tout le volet qui était plus culturel, qu'on avait un peu moins chez Sportera, on est allé le chercher avec Jean-Seb qui va pouvoir poursuivre en vous parlant plus de Fauve. Ben oui, c'est ça. Moi, j'étais vice-président chez Fierté Montréal de la création jusqu'à cette année. Juste avant la pandémie, j'ai décidé de changer d'air. Et moi, j'étais déjà impliqué, mais de façon plus restreinte avec Sportera et Artera. Mais là, avec la pandémie, les gars, toute l'équipe m'a dit, ben écoute, on pense, on a cette idée-là, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, let's go, on y va, on fonce. On a été les premiers. Il y a eu beaucoup après ça, comme Daniel disait, là, du monde qui ont annoncé des cinéparks, sortes d'affaires, mais on a été, nous, malgré le fait qu'on est un nouveau joueur Artera est un nouveau joueur dans le domaine tant de l'événementiel culturel que des festivals. On a été les premiers à annoncer. Ça s'est fait très, très vite. Ça a été un peu la folie, là. On a tout annoncé. On n'avait pas de programmation, pas de lieu. On avait un concept, un visuel, un site web, puis on a dit « let's go, on se lance ». Et ça a commencé par Montréal, donc 3, 4, 5 juillet. Ça a été un succès. Les gens ont adoré. Les humoristes, au début, il y en a plein qui nous ont dit « je vais l'essayer », mais faire de l'humour devant un pare-brise, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on est habitué. Dans l'humour, il faut souvent, je pense qu'Anne l'a dit tantôt, faire du stand-up, puis tu n'as pas nécessairement la réaction live avec les gens. C'est pas évident pour les humoristes. Mais puis en même temps, de l'autre côté, avoir 400, 450 voitures qui se mettent à klaxonner en même temps, ça aussi, ça peut être déstabilisant pour certains humoristes. Mais tout le monde a beaucoup aimé le concept. Les gens ont été super contents. Le public était content de pouvoir se ressaisir, de pouvoir se rassembler encore, revoir des gens. On a vraiment été dans l'expérience. On est allé dans un site complètement hors du commun. On était à l'aéroport de Montréal pour le premier stationnement de l'aéroport de Montréal. Donc, imaginez un peu la scène. Vous avez 450 voitures, les humoristes qui sont sur scène, vous avez des avions qui décollent. C'est un peu bucolique, un peu spécial. Mais les humoristes ont joué avec ça, ont joué avec l'idée de justement parler des avions, discuter avec les gens. Au lieu de rire du monsieur qui a une chemise hawaïenne, ben, il riait de la minoune qui était stationnée tout croche. Donc, la plupart des humoristes se sont adaptés. On a vraiment créé une expérience. Tu as des food trucks sur le lieu, un peu dans le même style que les festivals, sauf qu'au lieu d'être à pied, ben, tu es en voiture et puis tu respectes les distanciations sociales. Donc, après ça, ben, comme Élisa a dit, on a été approchés par d'autres villes. On a, nous, fait des approches. On est allé à Drummondville à la mi-juillet. À la mi-août, on s'en va à Québec. On revient à Montréal le 3e week-end de août. On est en train de regarder pour septembre faire d'autres villes. L'avantage avec un concept en auto, c'est que même s'il commence à faire un peu plus froid, même si la température est moins clémente, on peut quand même poursuivre
poursuivre l'idée. On peut poursuivre quand même. On parlait avec des gens, ils nous disaient on pourrait même éventuellement le faire jusqu'à la fin de l'automne, le temps qu'il ne fait pas trop froid, parce que l'idée, c'est quand même que les autos soient arrêtées. On veut quand même respecter l'environnement le plus possible. On s'est fait dire que ça n'avait pas de bon sens de faire des cinéparcs, mais c'était soit on fait quelque chose virtuel, soit on fait quelque chose en auto, soit on fait rien. Puis pour nous, on s'est dit, mieux vaut faire quelque chose. Puis je vous dirais que tous les autos sont arrêtés pendant tout le spectacle. Les gens arrivent, se stationnent. Comme Élisa l'a dit, on a un avantage par rapport probablement à plein d'autres gens qui font du cinéparc, c'est que nous, nos équipes étaient déjà habituées de stationner les gens. Donc, les gens sont pris en charge dès leur arrivée jusqu'à la sortie. Jusqu'à 450 voitures, c'est les plus gros spectacles qu'on a fait. Là, ça a pris le plus longtemps que ça a pris sortir les gens à la fin du spectacle, c'est 14 minutes. Donc, les gens étaient très contents de ne pas être juste arrivés sur le site puis de stationner n'importe où, puis que là, il y a un camion qui se met devant eux. On avait vraiment une équipe pour s'assurer justement que les camions sont sur le côté, sont derrière, les plus petites voitures devant, pour que tout le monde ait une expérience. Puis nous autres, on voulait vraiment que les gens soient devant la scène. Donc, tout le monde est devant la scène. Tu as une scène, 2 écrans géants. Puis tout le monde peut profiter vraiment de l'expérience d'avoir l'humoriste devant eux. Puis je voudrais même qu'à 450 voitures, on voit quand même assez bien. C'est sûr que les derniers voient un petit peu moins, mais sur les écrans, on a mis les écrans de la façon verticale au lieu de la mettre horizontale. Souvent, dans les festivals, on voit les écrans de façon horizontale parce qu'il faut prendre plus grand sur la scène. Mais là, en étant une personne sur scène, on l'a mis à la verticale pour que les gens voient bien l'humoriste. Puis tout le monde est super content. C'est sûr qu'on parlera aussi comme tantôt des challenges. Nous, en étant nouveaux, même moi, si j'ai beaucoup de contacts un peu partout, soit dans les gouvernements ou dans les commandites, c'est toujours quand même complexe. Puis surtout quand on arrive, il y a beaucoup de partenaires qui ont décidé de garder puis de continuer à financer, garder l'argent pour les grands festivals, même s'il n'y avait pas lui. Puis c'est tout à fait normal parce qu'il faut que ces gens, tu sais, les grands festivals, il faut qu'ils déjà planifient l'année prochaine. Il faut pas que tout le monde perde leur emploi. Fait que ça a été difficile. Nous, on a fait ça présentement sans commanditaire, sans partenaire gouvernemental, sans aucun financement. Mais on y croyait. On s'est dit, c'est important de rire. Un des gros problèmes pendant la pandémie, c'est les maladies mentales, l'anxiété, la dépression, l'angoisse. Et on s'est dit, ben, si tu t'assois dans ton auto et que tu ris pendant 1h30, 2 heures, ben, au moins tu oublies toutes ces tracas-là, puis tu sors un peu de chez vous. Donc, pour nous, c'est important. Puis on s'est même donné comme objectif de redonner de l'argent à un organisme qui s'appelle Les Impatients, qui travaille avec les gens qui ont des maladies mentales par l'expression artistique. Donc, on s'est dit que ça faisait du sens. Fait que, c'est un peu le concept de Fauve. Puis on vous invite à venir. Il y a encore des représentations, là. Fait qu'on vous invite à venir voir ça. Super, ben, merci Jean-Sébastien, Élisa, super intéressant. Ben, ça m'amène justement à la période de discussion. Je tiens aussi à rappeler à nos auditeurs que vous pouvez poser vos questions à travers la fonction Q&A de Zoom. C'est intéressant de parler des challenges puis aussi des partenaires parce que des fois, la nouveauté peut intéresser, mais peut faire peur. Peut-être que je passerai la parole là aussi à Anne. De votre côté aussi, si tu peux nous parler des challenges que vous avez eus. Vous autres, c'était complètement virtuel. Donc, il y a du virtuel, il y a des modèles hybrides, il y a des modèles en présentiel. Vous autres, de votre côté virtuel, c'était quand même relativement nouveau. Comment les commanditaires, les partenaires ont vu ça? Est-ce qu'ils ont vu ça? OK, c'est le fun, on a quelque chose de nouveau? Ou c'était plutôt comme, on est prudent, c'est de la nouveauté, on ne sait pas trop comment que les gens vont réagir? Explique-nous un peu comment ça s'est passé pour vous, juste pour rire, pour le festival à Bien, un de nos plus gros challenges a été le temps, là, parce qu'on avait 5 semaines là, pour développer les concepts, approcher les artistes, négocier les cachets. Donc, ça a été vraiment une course contre la montre. Fait que c'est sûr que quand on a eu des packages prêts à présenter avec toutes les valeurs associées, le ROI et tout ça pour les commanditaires, on était quand même déjà avancé dans le processus. Fait qu'il restait à peu près, je dirais, 4 semaines, sinon 3 semaines et demie. Donc, on a pris les commanditaires un peu par surprise. Déjà, eux, ils étaient
était aussi en période de crise, donc c'était vraiment le branle-bas de combat chez toutes les personnes qu'on approchait. Déjà, nos commanditaires plus fidèles, par exemple la Capitale, l'Auto-Québec, etc., qui sont là depuis des années, eux attendaient davantage à, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec le festival? Fait qu'il fallait approcher des gens, des commanditaires nouveaux, une nouvelle catégorie de partenaires. Donc, en gros, je dirais que les commanditaires n'étaient pas prêts pour réfléchir à une approche numérique, entièrement numérique. Et évidemment, ça prend du temps quand même pour développer une approche marketing intégrée dans tes propres campagnes, etc. Donc, on s'est rebuté vraiment à une incompréhension du médium, à une incompréhension des bénéfices, mais aussi à une incompréhension face au temps. Ce qui a fait en sorte qu'on était très chanceux parce que, bon, Bell était là. C'est un partenariat qu'on a eu en échange média en grosse partie, mais aussi financier. Nous non plus, on n'avait pas de financement gouvernemental du tout, là. Mais donc, c'était pas une approche qui a été simple au niveau des partenaires. Je pense qu'il va falloir développer davantage, arriver vraiment avec des offres comment dire, des packages tout cuits pour eux, parce que c'est assez difficile pour eux d'intégrer ça dans leur campagne marketing. Par contre, là où ça a été beaucoup plus simple, c'était l'expérience du festivalier qu'on a essayé de recréer. Daniel en a parlé. C'est toute l'expérience que tu veux refaire pour la personne, même si elle est assise chez elle ou dans sa voiture, parce qu'elle doit revivre des émotions comme si elle était dans un grand festival avec des centaines de milliers de personnes autour d'elle. Donc, on s'est associé avec un paquet d'entreprises, dont Couche-Tard, pour recréer un package. Donc, en achetant une passe, tu avais accès à un paquet de rabais qui faisait que tu te faisais livrer de la bouffe, du merch, etc., ta couverte pour recréer ton kit du parfait festivalier chez toi. Donc, ça a été beaucoup plus facile parce que c'était beaucoup plus concret. Donc, on approche un couche-tard, on décide du package, du rabais, etc. Donc, ça a été très, très rapide. Ces commanditaires-là ont eu une notoriété spontanée et assistée. Je n'ai jamais vu des chiffres comme ça. Donc, ça a été très, très concluant. Donc, pour nous, la conclusion, c'est effectivement, on va aller chercher des partenaires qui vont être beaucoup plus intégrés dans l'expérience du festivalier. Que juste, par exemple, une visibilité sur les sites ou la plateforme de streaming de diffusion. Le fait aussi qu'on était sur la plateforme lepointdevente.com, c'est pas sur le ahaha.com. Ça a desservi plein de points positifs, dont une billetterie intégrée, etc. Mais d'un point de vue plus challengeant, c'est que ça ne nous appartenait pas, ce n'était pas notre environnement. Donc là, ce qu'on est en train de développer pour notre festival de l'automne, qui va être à moitié numérique, c'est une expérience complètement différente parce que ça va se passer sur le ahaha.com. On utilise des plateformes de diffusion qui sont nos chaînes YouTube, Facebook et Instagram. Donc, on est capable d'intégrer le commanditaire de façon beaucoup plus majeure en termes d'intégration de la marque. Puis, tu sais, on rajoute un paquet de widgets sur notre site, ne serait-ce que des concours, du chat, achète le merch que l'artiste est en train de porter. Donc, il va se passer beaucoup, beaucoup d'affaires pendant la diffusion, ce qu'on n'avait pas eu le temps ou la possibilité de faire lorsqu'on a fait le festival AHA. Donc, ouais. Et votre prochain festival, justement, le Juste pour rire, ça va être un modèle hybride. Donc, encore une fois, on est dans l'expérimentation parce que je pense que ça n'a jamais fait pour vous. Hein? Oui, on change en fait encore une fois. Festival AHA, n'oubliez pas, j'avais mentionné qu'on chargeait, donc 12 $ pour une passe d'une journée, 40 $ pour une passe 4 jours. Là où on a fait des crises cardiaques chaque jour, c'est que les gens, je pense que c'est Jean-Sébastien qui en parlait, les gens achètent dernière minute. Oh non, c'est Daniel. Très dernière minute. Donc, la majorité de nos passes se sont vendues dans les 3 derniers jours. Même le jeudi soir, qui était le premier soir, je pense qu'on a vendu la moitié pour le lendemain. Donc, c'était vraiment ça se passait au fur et à mesure.
malgré que les gens à 80% ont trouvé les prix raisonnables, on s'est demandé, on s'est vraiment questionné sur le prix, l'offre. Est-ce qu'il y aurait d'autres façons, d'autres montages financiers qu'on pourrait créer pour justement s'autonomiser par rapport à ce grand stress-là et l'habitude du consommateur qui est complètement différente pour le numérique que pour le physique. Donc, pour septembre, ça va être un format gratuit. On essaye ça. Ce qu'on a fait pour Festival AHA, un des grands points positifs, c'est qu'on a réussi à vendre ce contenu-là parce qu'en ce moment, tout le monde cherche du contenu. Donc, on a vendu les 18 heures qu'on a créées à Crave. Donc, ça, c'est une source de revenus pour nous qui était très, très intéressante et importante. Également, ça oblige les humoristes à créer des shows concepts uniques, nouveaux, ce qui n'est pas du stand-up. Donc, c'est des shows concepts qui peuvent être vendus par la suite au réseau de télé. Donc, ça aussi, pour nous, c'est quelque chose qu'on développe. Donc, on se permet d'offrir une offre, un festival numérique gratuit pour septembre. On verra ce que ça donne. Mais du fait qu'on est capable d'une meilleure intégration des commanditaires parce que c'est notre propre plateforme de streaming, du fait qu'on va peaufiner, raffiner l'offre de contenu puis qu'on va aussi recommencer les mêmes partenariats qu'on a fait pour Festival AHA avec les diffuseurs, bien, on pense qu'on va arriver à une recette financière qui va être intéressante. Merci, merci Anne. Juste avant de passer à Daniel, parce que Daniel là aussi c'était intéressant, il y avait un objectif différent avec Vroom, mais je vais revenir à Jean-Sébastien et Elisa qui me confiaient lors de conversations qu'eux autres, il y avait justement aussi la même difficulté de la nouveauté où ils avaient été approchés par beaucoup d'intérêts de commanditaires, beaucoup d'intérêts, beaucoup de questions sur leur nouveau modèle qui est en train de développer. Mais le commitment des commanditaires était plus timide. Donc, on attendait de voir, on était prudent. Donc, j'aimerais que peut-être Elisa ou Jean-Sébastien qui me parlent de leur expérience par rapport à ça, par rapport à si on veut, l'intérêt des commanditaires, mais le court laps de temps pour se retourner de bord était peut-être une difficulté pour eux. Oui, bien, quand les grandes compagnies t'approchent, c'est souvent, les grosses compagnies, la décision est souvent prise à Toronto. Fait que déjà là, ça complexifie la chose. Nous, donc, il a fallu faire bien de la traduction comme on est un nouveau joueur, nos outils n'étaient pas nécessairement déjà en français et en anglais, de un. De deux, effectivement, les gens, vu qu'on était les premiers à annoncer le style cinéparc, les gens se demandaient ça va-tu marcher? Les gens vont-tu venir? Il va-tu y avoir un intérêt? Comment on est capable de faire de l'activation? Parce que les commandites, ils veulent plus avoir juste un logo quelque part. Il y en a qui nous ont approchés, on dit on voudrait faire une activation sur le site. OK, mais comment tu fais pour faire une activation sur le site en respectant la distanciation sociale? Des questions de notre côté, mais de leur côté aussi, parce qu'ils ne voulaient pas se ramasser avec une mauvaise presse. Imaginez, ils font une activation, puis il y a des journalistes qui arrivent, puis ils se rendent compte que le monde ne respecte pas. Puis là, je vous parle, on n'est pas au mois d'août, là, on est au mois de mai, juin, où c'est encore un peu plus... tout le monde est un peu plus paniqué, stressé par rapport au COVID. On n'a pas encore de... On est dans le tout début on réouvre les magasins, on réouvre les choses, mais c'est vraiment dans le début. Donc, les compagnies étaient plutôt frileuses parce qu'ils se demandaient eux aussi comment, c'est bien beau faire un chèque, mais comment ça va me rapporter? Ça va faire quoi comme retour sur l'investissement? Donc, il y a eu quand même plusieurs appelés et peu d'élus. Là. Comme je disais, mais nous, on a décidé qu'on allait de l'avant pareil, que c'est important de relancer l'économie, de travailler avec des compagnies locales, de redonner une scène aux humoristes, aux artistes. Donc, on y allait, mais c'est ça. Puis après ça, le gouvernement qui n'arrête pas de dire il faut se réinventer, il faut se réinventer, il faut se réinventer. Mais quand après ça, tu les approches pour faire des choses, là c'est une autre paire de manches. Ils n'ont pas encore développé de projet, ils n'ont pas encore développé de programme qui peuvent s'adapter. Le gouvernement, c'est long avant de faire des demandes. Quand tu es dans un court laps de temps, comme Anne dit, tu as 5 semaines, pour préparer une demande, faire déposer une demande, avoir une réponse, c'est presque impossible. Donc, à moins d'avoir déjà des financements qui sont
réorganiser pour aller dans d'autres affaires, c'est impossible de faire ça. Pourtant, moi, ça fait quand même 14 ans que je suis dans le domaine des festivals, donc je connais du monde, puis j'ai approché du monde, puis j'ai appelé du monde, puis ça a été comme impossible. On l'a vu de toute façon. En plus, la culture a été un des derniers à recevoir des offres ou de l'aide gouvernementale, puis l'aide a été quand même assez minime pour la culture au Québec. On est beaucoup de gens qui travaillent dans la culture, puis c'est très, très difficile. Là. Puis même les artistes nous le disaient, il y en a qui commencent déjà à stresser parce que si la PCU arrête, après ça, on recommence les spectacles, mais ça sera jamais ça va prendre au moins une bonne année avant que ça soit dans l'envergure où on peut dire que ça va être rentable et que les gens vont pouvoir faire de l'argent avec des spectacles tant en salle qu'à l'extérieur. Donc, c'est ça, les commanditaires, eux aussi, c'est des grosses boîtes. Les grosses boîtes, c'est dur de se retourner. Ce qu'on était capable d'aller chercher, c'est des petits partenariats avec des food trucks, avec des gens qui nous ont passé du matériel pour la loge des artistes, des choses comme ça. Nous, on a tout oublié le côté alcool parce que ça ne faisait pas de sens d'avoir un commanditaire d'alcool en étant au volant. C'est sûr qu'on se faisait rentrer dedans, donc il n'y a aucune vente d'alcool sur les sites. C'est tout un pan qui habituellement a quand même pas mal d'argent. Puis c'est un pan de la société qui, eux, ont quand même été chanceux pendant la pandémie. Là, je pense que le monde a continué à boire, puis la SAQ a continué à faire ses chiffres. Il y avait des intérêts. Il y a même des gens qui nous ont approchés, puis on leur a dit non parce que ça ne fait pas de sens dans le genre de festival qu'on fait. Donc, mais nous, on est déjà en train de plancher sur comment Fauve peut rester, comment on peut faire 2021 s'il n'y a plus de confinement, si on est complètement déconfiné, comment on est capable de garder l'idée d'un festival. On est un des rares aussi qui se promène dans la province. Et ça sera peut-être un des penchants ou une des façons qu'on gardera Fauve pour les prochaines années. Ce sera d'être un festival qui va se promener dans différentes villes au Québec. On verra comment ça va aller. Puis on espère qu'éventuellement la culture va reprendre puis que les gouvernements vont aussi voir que la culture, puis surtout au Québec, on est tellement plein de potentiel, on a tellement de talent au Québec que j'espère qu'à un moment donné, on va aider. Puis on ne s'attendra pas juste avec le ministère du Tourisme d'avoir des touristes. Avant d'avoir des touristes dans une proportion significative, ça va quand même prendre du temps. Donc, il faut que les autres ministères embarquent puis donnent un coup de main à l'industrie. Mais aussi, je pense que, comme Joseph il disait, je pense les commanditaires, quand ils nous ont approchés, ils étaient beaucoup sur le retour sur investissement et tout, mais en période de crise aussi, ils étaient un peu plus frileux, justement, à s'investir en n'ayant pas nécessité, nous, on est nouveaux. Oui, on a une bonne idée très bonne idée de qu'est-ce qu'on fait, mais c'est sûr qu'on ne pouvait pas leur donner des chiffres nécessairement, des trucs comme ça. Donc ça, c'était un petit peu plus compliqué. Puis aussi de faire valoir que cette commandite-là allait servir dans le futur en termes de notoriété et non pas à court terme, en tout cas pas en termes de retour sur investissement, mais vraiment quelque chose de comment l'entreprise allait être vue comme un joueur qui a aidé la culture à s'en sortir pendant la pandémie, qui a pas froid aux yeux puis qui a décidé d'aller qui est innovateur en fait. Donc c'était ça un peu qui était un espèce de dualité là, à gérer là, pendant qu'on faisait toute la gestion de la commandite potentielle. C'est intéressant ce que vous mentionnez, disait Jean-Sébastien, puis ça m'amène justement à parler à Daniel du fait que pour vous, c'est important aussi de faire travailler votre monde, faire redémarrer, si on veut, l'industrie artistique. Puis Daniel m'expliquait que l'objectif de Vroom était différent du côté de Moment Factory. Il m'expliquait que c'était en partie pour faire travailler votre monde, mais aussi pour vous autres, ça a été une sorte de laboratoire événementiel qui était quand même intéressant que tu mentionnais, Daniel. Oui, en fait, donc, nous, ce qui est intéressant, c'est de développer des nouvelles techniques. Quand je parlais d'initiatives internes, puis Vroom en étant une, l'idée, c'était aussi de voir comment tout le monde travaille chez eux. Donc, on est 400 employés qui travaillent à la maison. Comment on peut réussir à créer un événement et de livrer aussi.
Donc, pour nous, on a développé toutes sortes de techniques de travail à distance, d'intégration à distance. Puis, on avançait, là, comme certains l'ont mentionné, là, on avançait quand même. Les cinéparcs, on dit qu'elle allait ouvrir au mois de mai, mais ça faisait déjà un mois qu'on était en préparation sans savoir trop comment allait être la réglementation par rapport aux voitures, à la distance, à ce qui est permis, est-ce qu'il peut y avoir des food trucks, est-ce qu'il peut y avoir... Donc, il y avait toutes sortes de risques à ce niveau-là, puis on a décidé d'avancer quand même. Mais aussi, c'était aussi pour les employés un des premiers événements qu'on se revoyait. Là, on livre des projets à chaque semaine, donc c'était très spécial de se retrouver comme ça dans ces conditions. Puis chez nous aussi, on a beaucoup d'interactivité. Donc, si on pense au Lumina, nos activations en forêt, nos expériences, il y a beaucoup d'interactions avec le décor, beaucoup d'interactions avec les écrans et tout. Donc, pour nous, une façon de repenser, c'est aussi de se dire comment on peut repenser à toute cette technologie-là dans le futur. Comment les gens vont interagir avec ces environnements-là. Donc, comment est-ce qu'on peut les rendre touchless, là. Donc, parce que juste les mouvements peuvent activer ce qui se passe au niveau multimédia. Donc, il y a ça aussi qui était quand même un chantier. Plusieurs chantiers on parle de laboratoire, comme tu l'as mentionné. Effectivement, Ghostbusters, c'est un laboratoire. L'idée, c'était de lancer Ghostbusters en une semaine. L'idée, c'était de faire travailler aussi on n'a pas eu de commanditaire, mais on a eu beaucoup de partenaires. Donc, on travaille avec le Carnaval de Québec, qui a des décors qui dormaient. Donc, comment est-ce qu'on a pu réutiliser ces décors-là? On a travaillé effectivement avec l'ONF, qui est pour eux une visibilité quand même très différente de ce qu'ils ont à l'habitude. On a travaillé avec un studio de son. Notre fournisseur technique aussi qui a dit « Moi, j'embarque avec vous comme partenaire, dans le fond, parce que les événements étaient annulés. » Donc, ça a été une excellente opportunité pour lui de vider son entrepôt, si on peut dire ainsi. Mais ouais, c'est un peu la façon dont on a travaillé avec nos partenaires. Aucune commandite. En ce moment, je ne vous cacherai pas qu'on regarde, parce qu'on regarde à exporter le produit. On regarde à voir qui pourrait être, quel genre de commanditaire, quel genre de partenaire on pourrait avoir pour un grand déploiement. Voilà. Parce qu'effectivement, comme l'a mentionné, il y a je pense que c'est Jean-Sébastien qui en parlait, qu'il y a le côté, il y a tout un défi logistique d'organiser l'événement, mais il y a un défi logistique aussi au niveau de l'activation des partenaires qui, justement, utilisent la commandite pour avoir un contact avec leur clientèle. De votre côté, Anne, vous autres, c'était un contact virtuel qui était quand même nouveau. Tu expliquais que c'était... ça a été aussi un challenge, mais est-ce que, Anne, est-ce que tu vois, toi, que l'avenir de l'événementiel, ça va justement être ça où on va devoir, si on veut intégrer de plus en plus du virtuel ou du hybride, est-ce que ça va rester ou c'est justement un effet du confinement? Je pense que c'est sûr que ça va rester. Est-ce que ça va être un stand-alone? Je ne pense pas. Je pense que ça va devoir s'intégrer dans une approche de commandite plus globale, comme par exemple, si on a justement notre festival-là, une offre numérique, on en a une en salle aussi. C'est aussi possible de la joindre à toutes nos chaînes numériques également. Fait que c'est comment est-ce que le commanditaire va pouvoir être présent à travers la multitude de nos plateformes à travers l'année. Donc, il n'est pas pris de cours là, avec un nouvel événement numérique seulement, mais il est capable de shifter du physique au numérique. Une chose que je n'ai pas dite tantôt, par contre, pendant le festival AHA, on avait une fonction de live chat, évidemment. Et étant donné que ce n'était pas du live, ça nous a permis d'avoir les artistes dans le chat room pendant que leur show passait. Fait que ça a créé des moments assez extraordinaires entre le public et les artistes qui se parlaient pendant que des fois, le show il était quasiment plus dans le chat room que d'autres choses. Et on a rentré belle dans ce chat room-là avec des concours, du contenu. Ils ont été très actifs là-dedans. Donc ça, c'était une super belle façon, comme tu le disais tantôt, d'amener le commanditaire à interagir avec son public et aussi de lui donner quelque chose qui ne s'achète pas, c'est-à-dire un contact direct avec l'artiste pendant qu'il est en show
dans une des salles numériques. Donc, ça, c'est vraiment le genre de choses uniques qu'on peut offrir aux commanditaires. Mais ce n'est pas assez, justement, pour aller chercher. Jean-Sébastien le disait tantôt, nous aussi, là, on essaie d'approcher tellement de monde, puis il y avait de l'intérêt, les gens posaient des questions, mais on dirait qu'il manquait quelque chose. Donc, je pense que oui, le format numérique est là pour rester, mais il va falloir que l'offre soit plus multiplateforme et plus à long terme. Donc, l'intégration se fait au cours de l'année, non pas juste dans un one-off. Puis au niveau des participants, si on veut, là, des festivaliers, qu'ils soient virtuels ou en vrai, est-ce que vous, de votre côté, vous avez senti qu'il y a, pour eux, l'effet de nouveauté est intéressant et puis qu'il va perdurer? Oui, mais il va falloir que notre qualité de contenu soit vraiment supérieure. Pas que ce qu'on a fait n'était pas bon, au contraire, mais c'était un lab, on a essayé des trucs. Les humoristes aussi, les artistes, ils commencent à comprendre. Okay, je ne suis pas juste en train de faire un petit live sur mon compte Instagram. Là. Il faut que j'ai un contenu riche qui va tenir en haleine quelqu'un pendant plus d'une heure. Je ne sais pas si vous avez vu ce que les Grandes Crues avaient fait, mais c'était vraiment un concept d'une heure, mais ça a été réfléchi. C'est quelque chose sur lequel ils travaillaient déjà quand on est arrivé, de sorte qu'ils ont pu livrer ce 60 minutes-là de très haute qualité. Ça a été un des shows les plus regardés d'ailleurs de tout le festival avec Virginie Fortin et Jean-Sébastien Girard. Donc, oui, le public est là. Je pense qu'on a eu un taux de satisfaction à 60 % dans le post-test. On est habitué à beaucoup plus haut que ça, des 85-90. On pense que justement, c'est le dernière minute qui nous a fait mal. Maintenant, il va falloir up our game en bon français pour que le festivalier soit présent. Ils sont prêts à nous donner une deuxième chance. Toujours dans le post-test, ils ont dit, je pense que c'est à 70 % qui sont prêts à revenir. Fait qu'ils sont là, il y a un public, ils sont intéressés, mais on n'est pas juste dans les réseaux sociaux à faire un petit post normal. C'est une offre qui se doit d'être de qualité, puis en lien avec ta marque et tes autres événements, pour attirer le commanditaire aussi. Merci. De votre côté, Jean-Sébastien, Elisa, est-ce que vous voyez la même chose ou il y a l'effet de nouveauté? Est-ce que ça va perdurer? Est-ce que les gens vont continuer, si on veut, à embarquer? De votre côté, c'est moins des festivaliers. On peut appeler ça peut-être plus des consommateurs, des participants. Donc, est-ce que vous sentez que l'engouement est là pour durer? L'engouement est là. Il y a même des gens qui t'ont demandé allez-vous le refaire? Allez-vous le refaire? C'est un concept différent, c'est un concept le fun. C'est sûr que c'est intéressant, mais à un moment donné, mettre une voiture, ça prend de l'espace. Ça a été quelque chose qui a été très, très, très complexe, c'est de trouver des endroits qui étaient assez grands pour accueillir un nombre de voitures qui était assez grand pour que ça vaille la peine. Tu ne peux pas faire un spectacle devant 30 voitures. Puis accueillir un 400-500 voitures, ça a été un gros casse-tête de trouver des endroits. On pense qu'il y a beaucoup de grands endroits au Québec, là, mais de grands endroits qui peuvent accueillir des voitures, une scène, c'est pas super évident. Ça a été un de nos gros challenges. C'est pour ça que quand on le disait au début, là, on a annoncé le concept, la programmation, la billetterie, puis après ça, le lieu, parce que ça a été complexe. Puis même dans les autres villes, Drummondville, Québec, c'est difficile. Je pense que oui, les gens seraient peut-être prêts à revenir parce que il va falloir voir dans les prochains mois aussi jusqu'à où le déconfinement va, jusqu'à où la crainte. Je pense que là, on vient d'annoncer 250 personnes, mais on regardait un petit peu, nous, on monitorait un peu les réseaux sociaux, puis je pense que même les gens ne sont pas nécessairement prêts à se réunir à 250. Les gens ont peur, d'attraper encore la COVID. C'est qu'avant que les gens soient à l'aise de se réunir à 250, même si on a la distanciation sociale et tout, ça peut prendre un petit bout. Donc, le concept au volant pourra éventuellement rester, être possiblement là dans les prochaines années. Mais nous, c'est plus, on espère d'être capable de faire quelque chose justement pas au volant, puis de garder un concept. On est en train de plancher sur plein d'idées pour garder l'idée de Fauve, parce que je pense que les gens aiment l'idée
du fauve, safari de l'humour. Mais on veut faire quelque chose aussi qui est différent de ce que Juste pour rire fait, puis qui est différent aussi de ce que Comédia fait. On a 2 gros joueurs, on a 2 bons joueurs qui font déjà très, très bien dans ce qu'ils font. Donc, nous, si on continue à faire quelque chose dans cette lignée-là, on veut arriver avec des concepts un peu différents pour amener une offre différente de ce qu'il y a déjà. Et puis, va falloir voir, on travaille beaucoup dans l'inconnu, puis ça, je pense que Daniel et Anne pourront le dire aussi, là, on fait du essai-erreur. On essaie quelque chose, puis là, on se rend compte que c'est pas nécessairement OK, ça marche, mais c'est peut-être pas le top. Puis là, on finit par s'ajuster. Nous aussi, on est chanceux, là, le niveau de satisfaction est hyper élevé. Je pense que la plus grande peur des gens, c'était justement la cacophonie d'arriver en voiture puis de quitter le site. Mais comme on a réussi à faire quitter les gens rapidement, puis dans aucun désordre, puis dans aucune cacophonie, grâce à notre équipe qui était déjà habituée à ça, je pense que ça l'a beaucoup aidé parce que ça nous aurait tué, je pense, si les gens avaient pris, puis je pense qu'on l'a vu là, avec d'autres événements où c'était un peu cacophonique l'arrivée et la sortie, puis les gens, là, tu peux même mettre le meilleur spectacle que tu veux pendant 1h30. Si leur arrivée puis leur sortie est désagréable, c'est juste ça sur là-dessus qu'ils vont focusser. Fait que c'est des beaux défis. Je pense que tout le monde apprend. On apprend tous, puis on apprend malheureusement sur le tas. Fait qu'on apprend en faisant l'erreur puis en s'améliorant. Mais les concepts, je pense que tant le numérique, la voiture sont là pour encore un petit bout. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est, comme c'est revenu souvent, c'est beaucoup la création d'expériences. Peu importe que ça soit juste de créer quelque chose de nouveau, de créer de l'engouement pour quelque chose qui est hors du commun, qui n'a pas été vu encore. Les gens, ils sont venus puis ils ont capoté sur le fait qu'il y avait les flashs de lumière, qu'il y avait les klaxons et tout. Les artistes ont capoté aussi. Fait que c'est de recréer des expériences, puis c'est ça qui va créer le fait que les gens vont vouloir revivre par rapport au branding qu'on va faire aussi, là, selon moi. On est définitivement dans l'expérimentation, autant du côté des participants que des producteurs d'événements. De votre côté, Daniel, est-ce que l'expérience a été concluante de votre côté penses-tu que ça va perdurer ou c'est comme de votre côté ou c'est si on veut, le moment qui fait en sorte que ça fonctionne bien pour vous autres? Oui, ben, je pense que ce qu'on veut vraiment, c'est de créer un produit unique puis de créer une nouvelle sorte de destination. Là. Contrairement au cinéma, là, le cinéparc, lui, il ne s'est pas réinventé depuis plusieurs décennies. Là. C'est la même tradition. Puis dans notre laboratoire, on s'est rendu compte que, bon, ONF vendait des billets d'avance parce que les gens allaient à une destination pour une expérience. Ghostbusters, on parle de 80-20 puis l'inverse. 80 des gens achetaient les billets d'avance. Là, c'est 20 des gens achètent leurs billets d'avance pour Ghostbusters parce qu'ils savent à quoi s'attendre un peu plus au niveau de la programmation. Mais pour nous, c'est vraiment de réinventer le cinéparc. On l'appelle le cinéparc du futur dans certaines de nos communications, mais c'est dans cet axe-là qu'on est. Voir si on ne peut pas comme créer dans l'esprit des gens, comme je m'en vais au cinéparc du futur, je sais à quoi m'attendre, ça va être incroyable. C'est dans cet esprit-là qu'on essaie d'exporter notre produit en ce moment. Super, ben c'est déjà la fin, ça passe vite avec c'est un sujet, je pense, qui est d'actualité et qui est très intéressant en ce moment. Donc, je tiens à vous remercier, Anne, du groupe Juste pour rire. Donc, on a hâte de voir la suite avec le festival Juste pour rire hybride. Donc, ça va être une première, une belle expérimentation aussi, autant pour les festivaliers que pour vous autres. On a hâte de voir ça. Jean-Sébastien, Lisa, merci aussi. On a bien hâte de voir la suite de Fauve. Puis Daniel, merci aussi d'avoir participé. On va aller voir Ghostbusters en format pimpé par les gens de Moment Factory. Donc, je tiens à vous rappeler aussi qu'on a le prochain webinaire du Conseil canadien de la commandite qui s'en vient le 10 septembre. Donc, même chose de 10h à 11h. Donc, suivez notre page LinkedIn pour plus de détails. Je tiens aussi à vous rappeler, mettez un save the date sur le 24 septembre, qui est les SMAs, Sponsorship Marketing Award, qui va être cette année
COVID oblige, en format virtuel de 16h à 17h30. Merci à tout le monde. Je vous souhaite un bon reste de vacances. Moi aussi, je vais retourner à mes vacances derrière moi. Puis, on se revoit tous lors le prochain webinaire. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à toi, Eric. Merci. Bonne journée. Bye. Bye.